On serait donc rendu à la dernière partie de notre cours, où est-ce qu'on va parler donc de questions davantage politiques, parce que, bon, évidemment, c'est un cours d'éthique et politique, on va aborder des thèmes politiques, et généralement, lorsqu'on traite de questions politiques, on a tendance à catégoriser les différentes positions selon une typologie droite et gauche. Et bon, plus tard dans la session, on va voir qu'on va aller plus loin que ça, on va préciser, on va même dépasser ces catégories-là. Mais pour commencer la session, je trouve ça intéressant d'étudier ces différentes catégories-là. Donc là, ici, par exemple, on a tendance à... donc on voit par exemple ici à gauche, on a un diagramme dans lequel on a placé les différents partis politiques canadiens. Donc, évidemment, avec le NPD plus à gauche, le Bloc québécois pas trop loin, le Parti conservateur beaucoup plus à droite et le Parti populaire de Maxime Bernier encore plus. À droite, on a un graphique pour le Québec. Donc là, évidemment, c'est un petit peu plus complexe, mais évidemment, Québec solidaire beaucoup plus à gauche, la CAQ plus à droite, puis le Parti conservateur du Québec encore plus à droite, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la droite et la gauche? À quel point c'est pertinent, puis tout ça? Ça, je voulais... Pour moi, c'est une manière intéressante d'aborder les questions politiques. Fait que je voulais aborder... euh, c'est ça. Aborder ça avec vous en début de session pour voir à quel point on va trouver ça pertinent. Donc, évidemment, on a des figures marquantes. Donc, généralement, quand on pense à droite, on va penser à quelqu'un comme Stephen Harper, à gauche, à quelqu'un comme Manon Massé, par exemple. Il y a des figures comme ça qu'on va catégoriser à droite et à gauche. Puis là, généralement, si on était en classe, je vous montrerai ces images-là. Et je vous demanderai de me dire, à votre avis, ces gens-là sont-ils de droite ou de gauche? Évidemment, c'est une manière... La politique, c'est ultra complexe. Ça ne veut pas rentrer dans juste deux cases, droite-gauche. Et c'est facile de tomber dans les préjugés, les stéréotypes également. Donc, si on prend ce monsieur-là ici, la plupart des étudiants en classe disaient ben, il a l'air à droite. Il est dans cinquantaine, il est grisonnant, ça a l'air d'un homme d'affaires, alors qu'elle a clairement l'air à gauche, maudite hippie. Elle, comme c'est une femme qui a l'air âgée et de vivre dans la ruralité, généralement, ces gens-là sont plus à droite, mais encore là, pas nécessairement. T'sais, ça se peut qu'elle soit très à gauche, mais on serait porté à penser. Lui, bon, ça a l'air d'un maudit intello avec une barbe, des lunettes, il lit des livres, il est probablement de gauche. Ça se peut qu'ils ne sont pas pantoute. Un maudit militant du Black Bloc, bien possiblement de gauche. Une bonne sœur, généralement, valeurs religieuses, souvent plus à droite, mais en même temps, pas nécessairement. Ici, on a quelqu'un qui a probablement l'air de faire partie de la communauté artistique et de la communauté LGBT, qui sont deux communautés qu'on associe généralement plus à gauche, mais peut-être pas. Lui, il a l'air potentiellement d'un militant skinhead ou juste d'un gars qui aime se raser les cheveux, avoir une barbe en beigne et une camisole. On ne sait pas, mais a priori, il pourrait avoir l'air d'un gars de droite. Ces images-là, j'aime bien ça. J'ai trouvé ça sur un site de rencontre français. Ça, c'est un site de rencontre qui a été fait pour des gens de gauche, et ça, c'est un site de rencontre qui a été fait pour des gens de droite. En quoi est-ce que ces gens-là ont l'air plus de gauche, plus de droite? Bonne question. Bref, ça pour dire que c'est facile d'avoir une approche simpliste de ces catégories-là. Donc, moi, dans le cadre de Sourcil, je vais présenter c'est quoi la différence fondamentale entre gauche et droite. De mon point de vue, c'est pas le seul qui est bon, c'est même pas nécessairement le meilleur, c'est celui que moi je juge pertinent. Évidemment, comme je vous dis, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un sale gauchiste dans la vie, je m'assume, je suis très à gauche sur pas mal tous les enjeux. Pas à l'extrême gauche, mais quand même très à gauche. Fait que gardez ça en tête. Là, cette présentation n'est pas faite par un robot, elle est faite par quelqu'un qui a des opinions. Je pense pas que tous les gens de droite sont des imbéciles ou des salauds. Je pense pas que toutes les idées de droite sont fondamentalement mauvaises non plus. Bref, la différence entre gauche et droite, généralement. Être à gauche, si on devait résumer l'attitude d'un gauchiste dans la vie, ça se résumerait pas mal à ça. Le monde est plein d'inégalités. On peut changer ces inégalités-là et on doit régler ces inégalités-là. Résumer un discours de gauche, là, demain. Après ça, quelles sont ces inégalités? Comment doit-on les changer et pourquoi doit-on les changer? Ça, c'est autre chose. Mais
Règle générale, quelqu'un qui est à gauche va dire le monde est plein d'inégalités, on peut les changer et on doit les changer. Alors que les gens de droite vont plutôt être portés à dire il n'y a pas d'inégalité ou il n'y a pas tant que ça d'inégalité ou les inégalités ne sont pas si grandes que ça. S'il y a des inégalités, c'est qu'elles sont légitimes, c'est qu'elles sont justes, c'est qu'il y a des gens qui méritent d'en avoir plus que d'autres. Ou s'il y a des inégalités et qu'elles ne sont pas légitimes, ben de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose pour y changer quoi que ce soit. Donc, généralement, on va considérer les gens de gauche comme étant des progressistes, des gens qui veulent amener du changement social, alors que les gens de droite sont associés au conservatisme. Mais là, évidemment, on va voir que ça peut s'articuler, se présenter de manière très différente dans plein de situations, sur plein d'enjeux différents. Quand on parle de droite, on peut autant penser à des enjeux socio-économiques, politiques, juridiques, environnementaux, sexuels, etc., etc., etc. Et là, c'est ce qu'on va voir pour le reste du vidéo. Dans le fond, je vais aborder avec vous divers types d'enjeux politiques et c'est quoi, en gros, les positions qui sont considérées plus ou moins de droite ou de gauche dans par rapport à ces enjeux-là. Donc, premièrement, généralement, quand on parle de droite et de gauche, on parle d'enjeux socio-économiques. L'argent, le cash. Pas seulement le cash, en fait, les ressources. Nous vivons dans un système capitaliste, essentiellement dominé par l'entreprise privée, par la propriété privée, ce qui fait en sorte qu'il y a énormément d'inégalités de richesse. Même dans une société développée comme le Québec, il y a quand même des gens très très riches et des gens quand même pas pire pauvres. Et c'est encore pire si on va dans un pays comme les États-Unis ou dans des pays sur d'autres continents. Et les gens qui sont plus à gauche, donc soit sociaux-démocrates, socialistes, communistes, vont être portés à dire qu'il faut changer le système économique pour que les plus pauvres aient plus de ressources. Alors que les gens de droite vont plutôt être portés à dire le système économique capitaliste, il n'est peut-être pas parfait, mais il fonctionne correct. Et si les plus pauvres veulent s'en sortir, ben ils le peuvent, ils n'ont qu'à travailler, par exemple. Donc, généralement, c'est comme ça que se situe la gauche et la droite sur le plan socio-économique. Encore une fois, il y a des variantes. Il y a des gens de droite qui sont plutôt centristes, qui vont dire c'est tout à fait correct qu'on ait des biens et des services publics comme les hôpitaux, les routes, les écoles, etc. Mais il ne faut pas que ça nuise à l'entreprise privée, par exemple. Donc, généralement, les gens plus de gauche vont être portés à dire on doit augmenter les impôts des plus riches pour donner plus de services publics. Ils vont être davantage plus proches des syndicats, par exemple. Alors que les gens de droite vont dire ben non, il faut baisser les impôts, quitte à couper dans les services publics. Bon, ça c'est un classique, mettons. Également sur les questions d'autorité politique. Donc, évidemment, nous vivons dans une société et pour que cette société fonctionne, on a besoin d'une organisation politique. Généralement, les gens qui vont accorder une importance, une valeur intrinsèque, une valeur fondamentale au respect de l'autorité vont être plus à droite. Quelqu'un qui va dire, par exemple, on doit obéir à la loi même si on n'est pas d'accord, on doit obéir au gouvernement même si on le juge illégitime, vont être considérés comme des gens plus conservateurs, plus de droite. S'ils vont dans l'extrême, on va trouver carrément des monarchistes ou des fascistes qui vont dire on n'a pas besoin de démocratie, on a besoin d'un leader fort qui va imposer la loi et l'ordre. Alors qu'évidemment, plus on va à gauche, là, plus on va aller vers des gens qui vont vouloir plus de démocratie, qui vont se méfier des leaders forts, qui vont se méfier d'un pouvoir politique trop fort. Ça peut aller jusqu'à l'anarchisme carrément, qui va nier la légitimité de toute forme d'autorité politique. Fait que voilà. Donc ça, c'est sur des enjeux plus politiques, les questions d'autorité. Par rapport à l'environnement, généralement, bon, la défense de l'environnement est considérée une valeur plus de gauche, alors que les gens plus de droite ne sont pas nécessairement contre l'environnement, mais ils vont dire l'environnement,
ça n'a pas une valeur fondamentale, intrinsèque, ça a une valeur extrinsèque. L'environnement n'a de valeur que tant qu'il peut être exploité. On a besoin de rivières, on a besoin de forêts, on a besoin de champs cultivables parce qu'on peut en profiter. Alors que les gens de gauche vont plutôt être du genre à dire « mon ami la rivière et ma sœur la libellule méritent d'être protégés ». Je caricature, mais pas tout le temps. Par rapport aux droits des animaux, même chose. Généralement, plus à droite, on va dire les animaux sont des objets. Ils n'existent que pour bénéficier aux êtres humains et on peut en faire ce qu'on veut. Alors que plus à gauche, on va accorder des droits aux animaux. Ça peut même aller jusqu'à des mouvements comme l'antispécisme ou le véganisme si on va plus dans les extrêmes. Je tiens à préciser, quand je parle d'extrême, c'est pas nécessairement mauvais. Le centre n'est pas nécessairement mauvais, n'est pas nécessairement bon. L'extrême n'est pas nécessairement mauvais, n'est pas nécessairement bon. C'est important de comprendre qu'il y a un centre et des extrêmes. Et dépendamment des questions, dépendamment des enjeux, dépendamment des sujets, c'est plus ou moins bon d'être plus ou moins à droite et plus ou moins au centre, plus ou moins extrême. Si ça reste tout discutable. Par rapport au rapport homme-femme, là, évidemment, à droite, à l'extrême droite, tu vas avoir des gens patriarcaux qui vont dire carrément les hommes sont faits pour diriger, les femmes sont faites pour servir les hommes, s'occuper de la maison ou whatever. Alors qu'à l'extrême gauche, tu vas avoir des égalitaristes purs et durs qui vont dire les hommes et les femmes devraient être 100% égaux en tout. Mais tu vas avoir des gens plus dans le centre qui vont dire, par exemple, des conservateurs, donc des gens de droite, pas nécessairement d'extrême droite, vont dire les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités. Une femme peut aller à l'école, peut décider de ne pas avoir d'enfants, peut décider de faire moins de tâches ménagères, peut décider de se concentrer sur sa carrière, elle peut décider de se lancer en politique, de se lancer en business. Elle a les mêmes possibilités que les hommes. Si encore en 2021, les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, sont moins portées à se rendre à la tête d'une entreprise ou à la tête d'un État, ben c'est peut-être parce qu'elles ne le veulent pas ou parce qu'elles font d'autres choix de vie. On n'est pas pour forcer les femmes à faire les mêmes choix de vie que les hommes. Donc ça, c'est quelqu'un de centre-droite qui dirait ça, par exemple. Donc tout ce qui est... toute la dénonciation de la culture du viol, par exemple, toutes les revendications pour ce qu'on a vu récemment, les mouvements MeToo, tout ça, c'est beaucoup plus associé à la gauche. Alors que les gens de droite, évidemment, ne sont pas pour le viol, ils ne sont pas pour la culture du viol non plus. Ils vont simplement dire, ben non, on a des problèmes de viol dans la société, oui, mais il n'y a pas de culture là-dessus. Généralement, aussi, les gens de droite vont faire davantage confiance à la justice, la justice pénale. Ils vont dire, ben les victimes de viol devraient dénoncer leurs agresseurs, alors que les gens plus de gauche vont dire, ben la justice, elle ne fonctionne pas. Il faut qu'on change le système, encore une fois. Ah, fait que voilà. Également, donc, tous les enjeux de diversité sexuelle, donc droit des LGBTQ+, alouettes, ça, c'est beaucoup plus associé à la gauche. Et évidemment, les gens de droite ne sont pas des homophobes ou des transphobes finis. Il y en a, mais règle générale, c'est simplement des gens qui vont dire, ben oui, les homosexuels, les transsexuels ou les transgenres ont tout à fait le droit d'exister et de vivre parmi nous, mais n'ont pas nécessairement à revendiquer davantage de droits. Alors que les gens de gauche vont dire, non, non, il reste encore des combats à mener pour que ces gens-là soient pleinement intégrés au sein de notre société. Encore une fois, il y a 20 000 nuances et ça dépend des enjeux et des dossiers, du comment et du pourquoi, etc. Sur des enjeux d'identité, par exemple, on va associer beaucoup plus la droite à, encore une fois, une forme de conservatisme. Dire, on doit conserver notre identité, conserver nos valeurs. Ils vont avoir souvent une définition beaucoup plus restreinte de c'est quoi un Québécois ou c'est quoi un Canadien ou c'est quoi un Français. Alors que les gens de gauche sont beaucoup plus ouverts à l'immigration et à la venue de nouveaux arrivants. Par exemple, les gens plus à droite, c'est eux autres qui disent au Québec, on devrait baisser les seuils d'immigration pour pouvoir mieux intégrer les immigrants qu'on a.
Aussi un certain discours qui va dire, par exemple, que pour être un vrai Québécois, c'est pas suffisant de vivre au Québec, il faut aussi que tu saches bien parler français, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Alors qu'un discours plus multiculturaliste qui dirait, ben, pour être Québécois, tu as juste besoin de vivre au Québec. C'est, donc, c'est ça, tous les enjeux liés à l'identité. Ça, c'est des enjeux, évidemment, encore une fois, sur lesquels la gauche et la droite se divisent et sur lesquels il y a des positions plus modérées, plus centristes et des positions plus aux extrêmes également. Sur les questions de religion et de laïcité, encore une fois, ça c'est un peu complexe, je vous dirais. Pas mal tous les gens au centre vont s'entendre pour dire que la laïcité c'est important, qu'il faut séparer le pouvoir religieux du pouvoir politique. Évidemment, il y a des gens à l'extrême droite qui voudraient le retour de la religion catholique comme religion d'État, par exemple, ou qui voudraient imposer certaines valeurs religieuses. Bon, chez nous, ce serait la religion catholique, mais ailleurs, ce serait la religion protestante ou la religion musulmane. Euh, mais sinon, pas mal tout le monde s'entend sur le principe de laïcité, c'est-à-dire que l'État ne doit pas se mêler de religion. Maintenant, ça veut dire quoi, ça, que l'État ne doit pas se mêler de religion? Évidemment, les conservateurs vont dire, ben non, l'État ne doit pas se mêler de religion, mais on doit quand même garder certaines coutumes, certaines valeurs, certains symboles, notamment les crucifix dans les écoles ou les rites chrétiens à Noël et à Pâques, par exemple. Alors que les gens plus de gauche vont dire, ben si on célèbre des rites chrétiens dans les écoles, on devrait aussi célébrer des rites musulmans, juifs, autochtones, bouddhistes, etc. Et souvent, les gens plus de gauche vont davantage être ouverts à des accommodements pour les religieux. Donc, par exemple, moi, en tant que prof, est-ce que je devrais avoir le droit de prier sur mon lieu de travail ou de porter un signe religieux, etc., etc., etc. Bref, c'est beaucoup, beaucoup de débats qui font jaser ces temps-ci, sur lesquels la gauche et la droite se divisent comme d'habitude. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'est pas parce que tu es plus à gauche que tu vas être à gauche sur tous les enjeux, c'est pas parce que tu es plus à droite que tu vas être à droite sur tous les enjeux. Il y a des gens, par exemple, qui vont être très à gauche sur les enjeux socio-économiques, mais très à droite sur les enjeux politiques, très à gauche sur les enjeux environnementaux, mais très à droite sur les rapports hommes-femmes, par exemple, etc., etc., etc. Par rapport à l'éducation, encore une fois, on se rend compte que les conservateurs souvent vont être plus conservateurs, donc dire l'éducation, il faut que ça serve à transmettre certaines valeurs, certaines traditions, etc. Souvent, les gens plus de droite vont considérer que l'éducation doit d'abord et avant tout servir à trouver une job. Alors que les gens de gauche vont dire que l'éducation doit non seulement servir à trouver une job, mais aussi te servir à te développer en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que citoyen. Ils vont davantage favoriser la formation générale comme l'histoire, la littérature, la philosophie. Allô? Donc cette idée que ça prend de la philosophie au cégep, c'est plus associé à la gauche. Alors que les gens plus de droite vont dire, ben t'as pas besoin de ça pour avoir un job, donc ça devrait pas être obligatoire. Par exemple. Également, étant donné que l'éducation sert à avoir une job dans une perspective de droite, ben c'est un investissement individuel. Par conséquent, c'est pas la société qui devrait payer pour que toi tu aies une éducation. Ça, on l'a vu en 2012 au Québec, on a eu un gros débat quand le gouvernement de Jean Charest a voulu augmenter les frais de scolarité, justement dans cette perspective-là, de dire, ben, si tu veux étudier pour avoir un meilleur job, c'est à toi de payer pour. Alors que les carrés rouges, ils disaient, non, non, l'éducation, c'est un bien collectif, ça devrait être la société qui paye pour les études de tout le monde. Donc, encore une fois, il y a tout un débat là-dessus. Également, tous les débats autour de la justice pénale. Ça va sûrement vous intéresser pour TechPo, mais aussi éducation spécialisée, travail social. Généralement, les approches plus pénalisantes, plus punitives, sont associées plus à la droite. Alors que toutes les idées de réhabilitation sont associées plus à la gauche. On se rend compte, en fait, en règle générale, que les gens de droite ont une vision plus pessimiste de la nature humaine. Considèrent que les humains, règle générale, sont plutôt égoïstes et qu'il existe des gens qui sont mauvais et qui ne sont pas réchappables.
et que ces gens-là méritent d'être enfermés, méritent d'être punis. Alors qu'à gauche, souvent, on a tendance à être plus optimiste, c'est-à-dire que si on donne des opportunités et des chances aux gens, puis si on change le milieu dans lequel ils se trouvent, puis si on leur donne des opportunités de s'en sortir, les gens vont s'en sortir. Et généralement, ces gens-là ont une vision plus de réhabilitation. Donc le but n'est pas de punir la personne qui a commis un crime, mais de l'aider à s'en sortir. Évidemment, encore une fois, comme je vous disais, il y a des degrés là-dessus. Également, encore une fois, au niveau des relations internationales, généralement, les gens de droite, là, on peut penser à des gens comme Bush ou des gens comme Trump qui vont vraiment être portés à dire l'important, c'est d'être plus fort que le voisin, puis d'imposer le respect, notamment par le pouvoir militaire. Les gens de droite, généralement, vont percevoir la guerre comme étant quelque chose d'inévitable. Alors que les gens de gauche vont dire, la guerre n'est pas une fatalité, n'est pas une obligation. On peut régler les conflits entre les États de façon plus harmonieuse, plus pacifiste et plus collaborative. On l'a vu beaucoup, ça d'ailleurs, dans toute la crise de la COVID. Ça aurait été mieux pour tout le monde si tous les États avaient collaboré pour se partager le vaccin de manière à aider les plus démunis en premier, etc. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que chaque État a tiré la couverte de son bord pour avoir le plus de vaccins possible, quitte à laisser les autres crever. Voilà, c'est une approche peut-être plus compétitive. Les gens de droite vont dire, anyway, les autres pays vont tirer la couverte de leur bord. Fait que c'est à nous de tirer la couverte de notre bord aussi si on veut s'en sortir. Alors que les gens de gauche vont dire non, il y a moyen de mettre en place des institutions avec l'ONU, avec l'UNICEF, avec la Banque mondiale, puis tout ça, puis l'Organisation mondiale de la santé pour essayer de s'entendre entre nous, pour essayer de collaborer. C'est le genre d'initiatives ou de tentatives qui sont davantage associées à la gauche. Également, donc, on l'a vu, comme la droite est généralement plus favorable à l'entreprise privée, au capitalisme, ils sont aussi souvent plus favorables au libre-échange, donc à la libre circulation des biens et de l'argent d'un pays à l'autre. Quoique, encore une fois, comme je vous disais, il y a toujours des exceptions. La droite puis la gauche est très simpliste. Si on regarde quelqu'un comme Donald Trump ou même François Legault, qui sont généralement plus associés à la droite économique, ils ne sont pas nécessairement très favorables, eux, au libre-échange. Donc, encore une fois, il y a des nuances, il y a des exceptions, il y a des différences dans tout ça. Fait que voilà, écoutez, ça c'était un panorama, comme je vous disais, en gros, des différents enjeux sociopolitiques dont on va pouvoir discuter dans le cadre de notre cours. Donc là, j'ai mis la table. Je sais que c'était une longue séance. Normalement, je prends 3-4 heures en classe pour vous expliquer tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo que je viens de vous faire. Là, ça a fait un petit vidéo de peut-être 1 heure et demie à peu près. Je vous ai donné beaucoup de concepts, beaucoup de lignes directrices, et surtout beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux qu'on va aborder. J'espère que ça vous a donné le goût, ça vous donne le goût d'aborder ces questions-là, d'en discuter, de faire de la philosophie éthique et politique. Comme je vous disais, je me sens pas mal tout seul dans mon bureau devant mon écran. J'espère que quand on va se voir en Zoom, vous allez avoir envie d'en discuter, envie de développer ces questions-là. Et j'ai donc bien hâte de vous voir. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Soit sur les vidéos YouTube, soit en m'écrivant des mios, soit dans les discussions sur Zoom. Parce que ce cours-là, c'est nouveau pour moi. Là. Je veux dire, moi, donner un cours d'enseignement à distance, je ne suis pas formé pour ça. J'essaie de faire de mon mieux. J'ai besoin de votre rétroaction pour que le cours se passe bien. J'ai surtout besoin de votre participation pour que le cours se passe bien. Je compte sur vous. Et c'est ça. Donc, à très bientôt, j'espère.